Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire Alumni. Vous savez qu'à peu près une fois par mois, on se retrouve avec un ou une alumni du MBA-MCI qui nous partage son parcours et nous raconte en quoi le MBA, ou comment en tout cas le MBA a permis de se reconvertir ou d'accélérer sa carrière. Et donc pour cette nouvelle édition, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Bourgoin. Bonjour Sarah. Bonjour Louis et bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous, merci de nous partager ton parcours et ton expérience. Tu es diplômé du MBA 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour, on va dire, commencer sur ta formation, en fait, toi à la base, tu viens pas de la communication, tu viens du monde du sport, c'est ça, hein, puisque tu achèves, on va dire, tes études initiales en 2010 et donc ces études dans le management du sport. C'est ça, Sarah? Exactement. Moi, en 2010, donc j'ai un master en STAPS, si on doit faire plus général, avec un M1 management des événements et des loisirs sportifs et un M2 politique publique et stratégie des organisations publiques. Et après ça, du coup, je travaillais dans le sport et notamment dans l'équitation pendant quelques années et je suis licenciée économique dans une structure par un milliardaire, donc un petit peu difficile à vivre. Je me demande s'il faut rester dans le sport ou partir ailleurs. Dans l'équitation, c'est un métier de passionné, passionnant certes, mais avec des débouchés extrêmement restreints. Et je décide de faire de l'événementiel pur pendant 10 ans. Donc l'événementiel avec des containers maritimes. Donc déjà STAPS, containers maritimes, j'avais un tout petit peu pivoté. Et la crise Covid arrive. J'avais repris la direction de mon entreprise depuis 2 ans et demi. Et la crise Covid, avec des containers maritimes pour faire de l'événementiel, les digitaliser, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, la boîte n'a pas tenu. Et quand j'ai regardé les offres d'emploi en événementiel à la suite de la liquidation, il n'y en avait pas. Évidemment, toutes les boîtes événementielles étaient à l'arrêt. Et toutes les offres d'emploi disaient marketing digital. Je pense que le lien de cause à effet avec le MBA arrive assez vite. Donc là, Sarah, on est en 2020. Hein, donc en gros, tu as une première partie de carrière donc qui dure 10 ans, hein, c'est ça. Hein, donc je disais, tu as été diplômé donc en ingénierie du sport en 2010, et puis on se retrouve 10 ans plus tard avec la crise Covid. Et à ce moment-là, donc tu te dis oui, marketing digital, effectivement, pourquoi pas. Et est-ce que tu te souviens dans quelles conditions tu as entendu parler et ensuite tu t'es inscrit au MBA-MCI? Alors, marketing digital, donc je voyais vraiment les offres là-dedans. Je me sentais pas de postuler directement parce que j'avais refait le site internet de ma boîte, j'avais fait des petites choses et j'avais fait pas mal de com dans ma vie, mais même tous les posts marketing, vu que j'avais fait de la com et de la stratégie événementielle, le mot marketing, j'avais l'impression que c'était pas dans mon spectre. Or, il y avait quand même pas mal de boulot, donc vraiment c'était cette idée-là. Et puis, vu que j'avais été licenciée économique, j'avais le droit à des formations. Mais j'imaginais vraiment faire des formations courtes. Donc, j'ai fait plutôt des recherches sur des formations d'un mois, 2 mois. Et j'ai échangé avec des gens qui les avaient fait. Et finalement, ça donne des billes, mais ça... on ne se sent pas, hyper professionnel. Et même dans le milieu du travail, on n'est pas potentiellement... on n'a pas une expérience de dingue. Et c'est difficile de retrouver du boulot avec juste une formation d'un mois. Et je suis tombée sur les formations plus longues, style le MBA. Et au départ... mon petite perte de confiance quand même après une liquidation judiciaire, on se dit est-ce que ça va être pour moi, est-ce que je vais y arriver, je m'inscris pour passer les entretiens et donc j'ai aussi suivi des webinaires de ce type-là et ça m'a complètement rassurée. Et quand j'ai appris que j'étais prise et j'étais prise donc sur des formations plus courtes et sur le MBA, il y avait vraiment pas photo pour moi sur le fait que le MBA allait m'apporter énormément plus de choses qu'une formation d'un mois ou deux, notamment avec les retours que j'avais eus de connaissances. Le souci a été le financement de cette formation-là et de trouver une entreprise pour m'accueillir, mais finalement je l'ai trouvé assez rapidement et du coup ça l'a fait de façon assez serrée dans les délais, mais ça l'a fait. Oui, parce que effectivement, tu fais bien de le préciser. Donc effectivement,
Donc toi, tu as fait le choix de faire le MBA en alternance et donc à côté de trouver une entreprise qui puisse t'accueillir en même temps que le MBA. Et c'est pas évident parce que c'est vrai que le format alternance, c'est plutôt un format pour des profils plus juniors. Alors non pas que tu sois âgé Sarah, mais c'est vrai que tu arrivé avec un CV, avec déjà de l'expérience professionnelle, une trentaine d'années, et donc il faut en fait expliquer aux entreprises quel peut être l'intérêt justement d'avoir un alternant, une alternante dans ton cas, qui soit plus expérimentée. Clairement, et puis quand on postule, finalement, on n'est même pas rappelé, et c'est assez frustrant. Enfin, on postule sur des postes plus juniors ou des choses comme ça, et on n'est pas rappelé. Et du coup, j'ai passé des coups de téléphone. Enfin, je pense qu'il faut y aller un peu plus fort dans ces cas-là. Et sur les coups de téléphone que j'ai passés, enfin, l'agence là où j'ai travaillé pendant 1 an m'a dit au départ, non, non, mais on prend pas du tout ce genre de profil. On préfère des gens avec plus d'expérience. Je dis, mais j'ai de l'expérience en gestion de projet. J'en ai géré 10 en parallèle. Je sais gérer des clients, je sais avoir la bonne posture. Peut-être que techniquement il me manque des billes, mais la technique, je vais l'apprendre hyper vite et je vais être vachement plus opérationnelle qu'une junior qui sera pas autonome immédiatement. Et donc sur le principe, la personne me dit je réfléchis, je sais pas trop, envoyez-moi votre CV. Et j'envoie, j'ai pas de retour, et je finis par rappeler. Et a priori, il m'avait donné un mauvais mail, en tout cas, il avait pas reçu mon mail. Et il s'était presque excusé après réflexion en disant mais je suis désolée d'avoir mis un stop tout de suite, vraiment je veux qu'on se rencontre. Et on s'est rencontrés et ça l'a fait et c'était une super expérience. Oui, quand tu disais des gens avec plus d'expérience, c'était plus d'expérience dans le digital. C'était pas ton expérience professionnelle parce que tu avais déjà effectivement une expérience professionnelle, mais c'était plutôt des gens dans le digital. Donc tu t'es accroché, en fait, tu as bien fait puisque derrière, tu as passé une année formidable. Alors bien sûr au sein du MBMCI, mais également au sein de cette entreprise. Qu'est-ce que tu retiens particulièrement de cette année, tu vois? Est-ce qu'il y a trois points que tu pourrais nous partager où tu dis voilà, moi je sais que l'année du MBA, il s'est passé ces trois choses-là. Ça peut être Quand on quatre, arrive hein. au MBA, la première vraiment, et je pense que peut-être si vous en écoutez plusieurs des webinaires, vous allez vous sentir que on se dit tous la même chose, mais vraiment, c'est le hashtag même pas peur. On arrive, c'est notre premier jour, on nous dit hashtag même pas peur et on est X devant l'écran parce que moi je l'ai fait complètement en distanciel puisque c'était plein Covid. Et il faut prendre la parole, il faut faire ci, il faut faire ça et il faut se mettre en difficulté parfois. Et ce hashtag même pas peur, je trouve que ça reste derrière. Donc s'il y a des choses à retenir, ça vaut le coup d'aller se lancer dans des choses qu'on sait pas faire et que on sait pas trop comment ça va se passer parce que derrière on apprend énormément. Donc 3 choses qu'on a retenues. Vraiment ça, c'est pas grave si on sait pas faire, on apprend. Enfin, faut apprendre tout au long de la formation, il faut apprendre après tout au long de sa carrière professionnelle. Les choses évoluent tellement vite que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est plus vrai demain. Donc, faut se tenir au goût du jour et il faut pas avoir peur d'aller dans des domaines qu'on maîtrise pas parce que finalement, au départ, peu de monde le maîtrise et si on s'y plonge, on peut devenir expert dans ce domaine-là. Ce qui est ton cas d'ailleurs, hein, on va le dire juste après, mais ce qui est ton cas. C'est ça. Et aussi tout ce qui va être entraide dans la promo, où quand on a des doutes ou quand on se lance dans des choses un petit peu complexes, potentiellement on a toujours de l'aide. Et si on pose la question, on aura quelqu'un qui nous répond. Que ce soit dans la promo, et on a tous des parcours extrêmement différents. Et du coup, quand on a une question technique, on a quelqu'un dont sait plus le métier que nous et qui peut nous répondre. Donc, entraide, même pas peur, et l'apprentissage continu. Est-ce que ça a été une vraie difficulté pour toi de sortir de ta zone de confiance, sachant que finalement, tu vois, tu l'avais déjà fait avant, tu nous l'as dit, tu étais déjà passé du sport à l'événementiel, là, toi, t'as bifurqué vers le digital. Donc, quand t'es arrivé au MBA et qu'on t'a dit, bon, maintenant, il faut faire ça, il faut prendre la parole, faut prendre le lead sur tel ou tel projet, allez, vous allez vous former en quelques jours là-dessus et puis hop, vous allez livrer un projet. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Alors, se lancer sur des sujets qu'on connaît pas, non, parce que j'adore ça. Ça, c'était plutôt chouette. Prendre la parole devant des potentiels clients ou sur les missions de conseil, peut-être un peu plus. Mais par contre, je me suis pas dit une seule fois, je le fais pas.
Parce que si on le fait pas pendant le MBA, en fait, on le fait pas derrière et on prend pas l'habitude de le faire. Donc peut-être à des moments, oui, je me suis sortie de ma zone de confort, mais sans que ce soit douloureux. Je sais pas si le terme est bon, hein, mais c'est qui vient. Donc pendant le MBA, il y a donc une thèse professionnelle à réaliser. C'est, on va dire, le fil rouge de la formation. Certains diraient le monument, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très exigeant. Quel était le sujet de ta thèse professionnelle, Sarah? Alors, ma thèse professionnelle était sur l'open data. Le titre était Open Data, allez, on y va. Et l'idée, c'était de savoir pourquoi et comment mener une politique open data dans sa collectivité. Donc, quand on dit MBA, MCI et open data collectivité, je m'étais un peu éloignée. Mais il y a vraiment des passerelles entre les deux. Et on nous parle énormément de données, de data dans le cadre du MBA. Et je trouve qu'il y avait un vrai lien de ce côté-là, que j'ai expliqué quand même dans ma thèse pour comprendre pourquoi j'étais partie là-dessus. Mais en effet, c'est quelque chose qui mène sur toute l'année du MBA et c'est un sujet choisir son sujet, c'est pas simple. Raconte-nous un peu comment t'es arrivé justement vers l'open data, puisque ça va nous faire la jonction vers la suite qui est en fait ton boulot aujourd'hui. Alors, comment j'y suis arrivée? On fallait trouver un sujet, tout ce qui était... le MBA, c'est quelque chose qui est très prenant et quand on est en alternance, donc on travaille le reste du temps, finalement, on n'a pas un temps infini à consacrer à la thèse. Or, on a envie de rendre quelque chose de qualité. Donc, il faut réussir à mêler un peu trois choses, je pense. Son intérêt personnel, ce qu'on veut faire derrière. Vraiment, si on arrive à trouver une thèse qui nous sert dans notre projet professionnel. Quelque chose de facilitant. Peut-être en deux. D'abord, ça doit servir notre projet professionnel et si c'est pas facilitant, c'est pas grave. Mais si on a le choix entre deux choses et qu'il y en a un qui est plus facilitant que l'autre, tant qu'à faire, choisir celui-là. Et avoir un minimum de réseau. Donc, c'est ce que je m'étais dit comme critère. Et moi, j'ai tout mon réseau personnel dans les collectivités territoriales. Donc, ils m'ont dit, mais fais quelque chose sur les collectivités territoriales, comme ça, on pourra t'aider. Et dans le cadre du MBA, on nous parlait de data, l'or noir, etc. Donc, je me suis dit très bien, data. Et l'autre chose, c'est que moi, dans ma vie perso, je suis assez sensible à tout ce qui va être intérêt général. Et data pour vendre du shampoing au plus grand nombre des gens qui en ont moins besoin me pose plus de problèmes. On va pas se mentir. Chacun ses valeurs et je juge personne, mais moi, ça me posait problème. Et du coup, j'avais envie que ces données-là et ce travail-là puissent être utiles. Et donc, quand on cherche intérêt général, collectivité, on s'y retrouve. Et donc, data, collectivité territoriale, intérêt général, je suis arrivée sur l'open data. Et donc, j'ai commencé à creuser. Et quand je vous disais facilité et réseau, j'ai perdu et la facilité parce que j'y connaissais rien, et le réseau parce que tous les gens qui travaillaient dans les collectivités territoriales, il n'y en a aucun qui faisait de l'open data. Mais mis à part ce cheminement-là, j'étais arrivée là-dessus, le sujet m'intéressait, et on nous dit de faire des entretiens pour avoir du contenu, pour défricher le sujet, pour avoir le plus d'informations possible. Et c'est dans le cadre des entretiens où j'ai vraiment été de rencontre en rencontre sur des gens qui font de la transformation numérique des collectivités, sur des gens qui gèrent différents services, jusqu'aux responsables open data, jusqu'aux sociétés de conseil en open data. Et c'est en rencontrant ces personnes-là que j'ai réussi à cibler le plus le sujet. Donc on est bien d'accord Sarah, que avant donc de choisir le thème de ta thèse professionnelle sur l'open data, tu n'avais jamais travaillé le sujet de la data en lui-même avant. Jamais. Donc moi je faisais de l'événementiel soit avec du sport, soit avec des conteneurs, et le sujet de la data, j'avais fait de la comptabilité analytique, c'était des chiffres, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Bon, ça t'a énormément plu, en tout cas, d'avoir travaillé sur cette thèse professionnelle. Comme tu le dis, tu as réussi à allier tes convictions personnelles et le professionnel. Moi, je me souviens notamment d'un de tes articles avec un podcast que tu avais fait sur l'open data au menu des cantines, donc qui était très pragmatique, voilà, qui permettait en tout cas d'expliquer
à des néophytes, à des gens qui se demandent mais tiens, mais c'est quoi en fait l'open data et à quoi ça sert? Et donc justement avec cet exemple du menu des cantines, c'était quelque chose que tous les parents peuvent très bien comprendre. Et puis surtout, on voyait bien l'intérêt pour donc là en l'occurrence c'est plutôt les mairies, hein, parce que c'est les écoles maternelles et primaires sont rattachées aux mairies. Donc c'était là aussi vraiment une réussite. Et je disais que ça t'a tellement plu puisqu'en fait c'est ton métier aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es consultante data et donc il faut que tu nous expliques comment ça s'est opéré. Donc parce que moi j'en étais resté, en tout cas comme tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment, tu fais le MBA, ça y est là tu te reconvertis, tu t'éclates dans le marketing digital, tu es dans une agence qui t'a prise en alternance, dans lequel tu travailles sur le SEO, tu travailles sur des sites web, enfin tu fais pas mal de choses en tout cas en lien avec le digital. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es consultante data? Qu'est-ce qui s'est passé à part la thèse? Donc pendant le MBA, je suis en agence. Alors peut-être juste une toute petite digression par rapport à ta question. Je pense que d'être en agence, ça m'a apporté énormément dans le cadre du MBA. Pourquoi? Parce que je voyais des choses qu'on allait voir en MBA ou je voyais des choses en MBA que je pouvais appliquer en agence. Et en termes de SEO, en termes de développement web, en termes de projets digitaux, en termes de newsletter, d'A/B testing, vraiment ce mélange-là, j'ai l'impression d'avoir une grande chance d'avoir trouvé ça à ce moment-là et de faire les deux en parallèle. Voilà, la petite digression. Et j'étais en alternance et après l'alternance, le contrat prend fin. Il faut se mettre d'accord financièrement avec l'employeur. Les chefs de projet digitaux et moi qui avais une expérience un petit peu de gestion de projet et junior en digital, mais en un an beaucoup moins junior quand même, on n'a pas réussi à se mettre d'accord financièrement. Ce qui fait que je ne suis pas restée en agence. Oui, c'est juste pour bien préciser ce que tu dis, c'est que l'année s'est super bien passée, ils étaient très contents de ton travail, donc forcément après l'alternance, vous avez discuté des modalités, hein, sauf que effectivement, en fait, c'était au final plus une opportunité pour eux, c'est ça, d'avoir eu quelqu'un de ton niveau et de ton expérience à finalement un tarif très attractif, qui est celui d'une alternance. Mais ensuite, toi, une fois que tu t'étais accéléré grâce au MBA, tu revenais quand même on va dire, à des standards qui correspondaient plus à ceux de ton expérience et de ton âge. Et donc, c'est pour ça que ça l'a pas forcément fait. Alors, je dis ça parce que ça arrive de temps en temps aussi à certains de nos étudiants. Et c'est très grave. Juste, il faut se dire que pendant cette année, ça s'est très bien passé. C'était du donnant-donnant. Et puis ensuite, chacun continue sa route en bon terme. C'est ça, Sarah? Clairement, et j'ai eu des ouvertures et j'aurais pu accepter quelque chose d'intermédiaire. La seule chose, c'est que du coup, le contrat finissait mi-juillet, il fallait rendre la thèse en septembre. J'ai mis un peu de temps à valider le sujet, donc j'étais pas très en avance. Et accepter quelque chose qui me convenait qu'à moitié ou avoir du temps à consacrer à ma thèse, clairement, j'ai pris le temps de le consacrer à ma thèse. Et en plus de ça, en parallèle, j'ai trouvé un job où il m'attendait et que j'ai signé pour le premier jour de fin de rendu de thèse. Donc, j'étais pas en stress de trouver un autre emploi, ce qui permet aussi de choisir. Enfin, je pense que quand on a ces expériences-là et qu'on fait du réseau et qu'on tout ça, on peut avoir d'autres opportunités. On n'a pas besoin de choisir par défaut quelque chose où le métier me plaisait vraiment, mais que les conditions ne me convenaient pas. Et la chose que je dis pas, et vraiment je ne tire pas la pierre à l'agence dans laquelle j'étais, mon mari était en train de déménager à Marseille et donc je négociais un télétravail à 4 jours semaine et venir une fois par semaine sur Paris. C'est aussi pas très engageant pour une entreprise qui recrute de savoir que sa salariée elle part à l'autre bout de la France et qu'elle peut pas aller en rendez-vous clientèle comme on souhaite. Oui, donc toi dans ton cas, Sarah aussi, ce que tu recherchais c'était un métier, un travail, un employeur peut-être aussi qui te permette beaucoup de flexibilité. Et donc, puisqu'on parlait tout à l'heure du Covid, c'était aussi beaucoup de télétravail. Alors, pas forcément full télétravail, mais en tout cas une grande partie qui soit en télétravail. Exactement. Et donc, raconte-nous tout, Sarah. Et donc, après, je fais 1 an en start-up dans la traçabilité du bâtiment. Où on me fait vraiment confiance pour développer du produit. Et donc, j'avais un poste de chargé de projet 360 où je faisais aussi bien du bizdev pour aller découvrir sur le terrain ce que les clients avaient besoin,
du product owner, donc développer les produits sur lesquels j'avais senti qu'il y avait des besoins, marketer ce produit-là et le vendre derrière. Je fais une année où l'intégration, encore une fois, enfin pas encore une fois, pour la première fois de ma vie, est un petit peu compliquée, mais je finis par faire mes preuves et l'équipe m'accepte au sein de l'équipe. Projet extrêmement intéressant, mais qui avance potentiellement pas aussi vite que je l'aurais aimé. Et là, les gens que j'avais interviewés dans le cadre de ma thèse me contactent pour savoir si le projet en tant que consultant de data m'intéresserait chez eux, et donc mettre en application tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai étudié pour ma thèse. La thèse, on y passe un temps assez grand pour faire quelque chose de qualité parce qu'on a envie que ça nous serve dans notre vie professionnelle, et du coup on s'est impliqué, réimpliqué et re-impliqué, et on se dit si je fais ça et que derrière je m'en sers pas, j'ai fait tout ça pour rien. Alors c'est jamais pour rien parce que travailler, écrire et s'intéresser à des nouveaux sujets, ça nous sert dans la vie de tous les jours, mais c'est sûr que si on peut aller travailler dans le sujet qu'on a étudié pendant un an, c'est quand même assez chouette. Et quand ils m'ont proposé un job, j'ai pas réussi à dire non. Et je suis donc maintenant chez Data Activist en tant que consultante data. Une coopérative initialement pure player de l'open data, et qui aujourd'hui travaille avec les organisations surtout publiques sur tout le cycle de vie de la donnée, donc aussi bien sur des gouvernances data, des stratégies data, auprès des producteurs et des réutilisateurs. Et vu que moi j'ai la casquette un peu événementielle, j'ai pas mal les sujets hackathon, datathon et tout ce qui est sujet réutilisation de la donnée, et sur des sujets absolument hyper variés de quel est l'intérêt de la data pour la donnée santé-environnement au profit de la santé ou au profit de l'environnement, développement d'outils, développement de plein de choses, et donc je ne m'ennuie pas. Et je pense que si j'avais pas fait le MBA et que j'avais pas cette ouverture d'esprit et cette façon d'être à l'aise à changer de sujet de tous les jours, aujourd'hui je serais complètement perdue. Alors vraiment, je tiens là aussi à le répéter, hein. Sarah n'avait quasiment pas de connaissances en data avant le MBA, donc elle a choisi son sujet de thèse professionnelle, vous avez compris, par affinité. Elle a raison, parce que on ne fait bien que ce que l'on aime. Sachant que tu allais fournir beaucoup d'efforts et de temps là-dessus, tu t'es dit autant le faire sur quelque chose qui me plaît. Et aujourd'hui, donc, tu es une experte en data, et tu continues aussi à apprendre et à te former, parce que forcément, ce sont des sujets qui évoluent en permanence. Est-ce que cette agilité, tu l'as acquise grâce au MBA, ou le MBA est venu renforcer des qualités que tu avais déjà? Je pense qu'en termes d'agilité, dans l'événementiel, je pouvais gérer jusque 10 projets en parallèle. Donc, en termes d'agilité, on est obligé de l'avoir. Mais de mettre les mots dessus et de l'assumer, clairement, le MBA m'a aidé. Aujourd'hui, quand on me propose des choses un petit peu différentes, ou que j'ai une anecdote, j'animais un atelier pour un hackathon pour définir les défis qu'on allait proposer aux gens du hackathon. Et donc, j'avais tout un atelier pour définir la complexité des données qu'on allait proposer aux étudiants. Et le groupe de travail avait pas envie d'étudier la complexité de leurs données. Ils avaient envie d'en parler. Et avec mon collègue, j'anime l'atelier, ils veulent pas, et je pivote et j'anime l'atelier autrement. Et à la fin de l'atelier, lui était complètement perdu. Il avait plus pris la parole de tout l'atelier en me disant mais on a passé du temps à préparer ça et il va falloir le faire. Il voulait pas le faire. J'ai dit oui, mais il voulait pas le faire. On va pas se prendre la tête avec des gens d'un groupe de travail. Donc on pivote et on fait autrement. Et aujourd'hui ça me coûte pas. Et je pense que de l'avoir travaillé, retravaillé, c'est aujourd'hui un acquis en fait. Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui dans ton métier? En quoi ça consiste? Tu vois, on se dit tiens, ouais, génial, elle est consultante data pour Data Activist. Mais est-ce que, alors si c'est pas confidentiel, mais est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes missions et est-ce que tu fais toi? Alors, je pense que ce qui caractérise le mieux, c'est être directrice de mission. Quand on a dit ça, ça veut rien dire. Je vais donner quelques exemples. J'ai accompagné le challenge Green Data for Health, qui est un challenge pour utiliser les données santé-environnement au profit
de la santé environnement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, potentiellement, est-ce que la qualité de l'eau a un impact sur le cancer du sein? On a des données sur la qualité de l'eau et finalement, elle est très très complexe, la donnée sur la qualité de l'eau. Faut la traiter, faut la nettoyer pour que les personnes qui ont des données sur des cohortes de personnes qui ont eu des cancers du sein ou non puissent comparer avec le lieu d'habitation de la personne qui a eu de la personne témoin la qualité de l'eau et savoir si c'est un lien de cause à effet. On avait des équipes dans le cadre du challenge qui ont traité les données de la qualité de l'eau. Un autre exemple sur ce challenge-là, il y a des gens qui font de la culture urbaine, et avant de faire de la culture urbaine, il faut savoir quelle est la qualité de la terre, pour savoir si on peut faire pousser des plantes, parce que si c'est ultra pollué et qu'on mange des choses qui sont dangereuses pour la santé, c'est quand même un peu dommage. Ces études-là, elles sont extrêmement onéreuses, et les instituts qui font ces études, ils ont des données, ils peuvent les mettre dans une base nationale, mais il n'y a aucun système qui est fait pour que la donnée de leur institut rentre dans la base nationale de façon automatique. Et donc, ils le font à la main quand ils ont le temps. Donc, ça veut dire deux choses. À la main, ça veut dire que potentiellement, il y a des erreurs de retranscription. Et quand ils ont le temps, potentiellement, ils l'ont pas souvent. Donc, les données, elles sont pas toutes dans la base nationale. Et donc, on a fait des scripts qui ont permis de prendre les données de leur SI pour avoir des données interopérables avec la base nationale et que ça rentre automatiquement pour que ça leur fasse et gagner du temps et qu'on évite les erreurs. Donc vraiment, ce challenge-là, c'était plein de défis avec des données assez variées sur l'environnement, au profit de la santé environnement. Moi, mon rôle, c'était d'animer, de vérifier que les équipes, on avait les bons profils à l'intérieur des équipes. C'est pas moi qui ai fait ça. Je ne suis pas développeur, je ne suis pas data scientist, je ne suis pas data analyst. Mais par contre, je travaille avec tous ces profils-là. Je définis avec le porteur de projet les profils dont il a besoin. Ensuite, on va faire du recrutement et on dit que je fais pas de marketing digital, mais j'ai fait des vidéos, j'ai fait de la communication sur les réseaux sociaux. Finalement, on utilise tous les petits bouts de choses qu'on a apprises pour les utiliser sur ces projets-là. Et à la fin, donc on anime ces équipes-là tout le temps du développement. Et ensuite, on a fait la cérémonie de clôture. Et ça mélange et de l'événementiel, et de la data, et du marketing digital. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment plein de cordes à son arc. Et en parallèle de ça, je fais aussi de la formation, de la culturation à la data. Donc vraiment, je m'ennuie pas. Cette semaine, je travaille pour Mayotte et La Réunion. Donc en plus, j'ai des destinations plutôt exotiques, assez sympathiques. J'ai animé un webinaire sur data et sport. Donc c'est pareil, on arrive aussi à recombiner un peu les compétences des consultants data en fonction de ce qu'ils aiment le plus. Donc, on m'a proposé ça et j'ai trouvé ça génial. Du coup, j'ai pu faire des entretiens avec des entraîneurs de basket pro, etc. Voilà, on s'ennuie pas. Je pense que c'est... Et directeur de mission, c'est juste coordonner un projet data et il faut au moins comprendre le langage et un peu la technique qu'il y a derrière pour savoir vraiment ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Alors, tu l'as dit, tu es quelqu'un... d'engagé, c'est pas pour rien que tu t'intéresses à l'open data et notamment dans les structures publiques. Datactivist, c'est une société coopérative et participative qui donc se donne pour mission d'ouvrir les données, de les rendre utiles et utilisées. Donc tu viens de nous en donner quelques exemples. Comment ça fonctionne Datactivist? C'est-à-dire que toi, par exemple, quel est ton statut? Comment tu travailles avec eux? Alors c'est une coopérative, mais en vrai c'est une entreprise. On est salarié de la coopérative. La seule chose, c'est que par rapport à une entreprise lambda, on est beaucoup plus impliqué dans la gouvernance de notre entreprise. Donc, dans une coopérative, on est tous amenés à devenir associés si on le désire au bout d'un an. En tout cas, dans la mienne. Dans d'autres, c'est des durées qui sont plus ou moins longues. Et une fois qu'on est associé, du coup, on a une voix pour voter pour prendre des décisions dans l'entreprise. Et nous, dans le cadre de Datactivist, en plus de ça, on s'inspire en termes de gouvernance et d'organisation interne de la sociocratie et de l'holacratie. Et donc, on essaye d'avoir une gouvernance partagée et que chacun soit autonome dans ses responsabilités, qu'on est réparti par cercle. Mais là, peut-être que je vais aller dans trop de choses. Mais donc, voilà. C'est juste pour dire que on a vraiment un processus de décision extrêmement collectif. Et on est très très impliqué dans notre entreprise et c'est aussi ça qui me plaît en fait, dans une entreprise où les décisions elles nous viennent du dessus et on sait pas pourquoi et on n'a pas besoin de poser de questions. Moi je m'épanouis pas
dans une entreprise où toutes les bonnes idées sont écoutées et après on discute, on n'est pas tous d'accord et il n'y a pas de problème à pas être d'accord. Je retrouve vraiment la bienveillance du MBA dans mon entreprise où on s'écoute, on vote et c'est comme ça. Et après, mais on a le droit de donner ses arguments et quand on a des objections, faut venir avec une solution. Donc on n'a pas juste des gens qui donnent des objections pour le plaisir de dire non. On dit moi je suis pas d'accord avec ça pour ça et je propose ça. Et c'est vraiment hyper intéressant. Sarah, on a des questions donc dans le chat. Oui. On a notamment cette question: faut-il être un bon communicant pour faire cette formation? Et plus généralement, les métiers liés au marketing digital. Par communicant, ça veut dire être bon en prise de parole publique. Et donc, comment on fait quand on est timide? Alors, clairement, on a peut-être l'impression que je prends la parole facilement, mais c'est pas le cas. Donc, on peut être timide et arriver dans le MBA. Moi, j'avais vraiment aucune notion de marketing digital. Comme je l'ai dit, j'avais bidouillé sur un site internet avec une webmaster. Donc, c'est pas du tout moi qui avais fait les choses et elle m'expliquait pas à pas ce qu'il fallait faire. Donc, pour moi, on peut vraiment se lancer sans compétences sur le marketing digital. Par contre, faut avoir l'envie. Faut se lancer, faut passer le cap et je pense que ce qui est important, c'est de pas consommer la formation, mais vraiment mettre les mains dedans. J'ai un exemple, il y a quelque chose dans le MBA qui est un peu dur, c'est l'audit SEO. Alors c'est pas dur, mais en tout cas c'est challengeant, nous dirons. Et donc dans l'audit SEO, on est par groupe et il faut faire un audit d'un site. Et on était 3 dans mon groupe et sur la partie je sais plus sur laquelle, sur une des parties, je dirais la partie technique, je propose à tout le monde qu'on le fasse tous, qu'on teste tous les outils et qu'on arrive après sur notre réunion de groupe en disant ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on garderait de ce qu'on a vu, etc. Et un de mes collaborateurs me dit « Mais Sarah, t'es pas du tout organisée, c'est complètement ridicule de le faire tous les 3, on va perdre du temps. » Et ça dépend de comment on voit le MBA. Soit on se dit on veut gagner du temps sur le livrable et chacun prend une partie et on fait confiance aux autres et on n'apprend pas sur la partie que l'autre il a fait. Soit on veut avoir une vue un peu exhaustive du truc et en apprendre le maximum. Et du coup, si chacun a essayé et s'est trouvé bloqué sur des choses et l'autre il a réussi, etc., on apprend beaucoup plus. En effet, on perd du temps. C'est beaucoup moins efficace. Mais ça dépend ce qu'on vient chercher. Moi, j'avais besoin d'aller au bout des choses et j'avais pas du tout envie d'écarter complètement des parties du SEO. Donc, c'était ma technique et on a discuté longuement. Et à la fin, il m'a remercié en me disant, là, c'est vrai que merci Sarah, j'ai une vue exhaustive et merci d'avoir été aussi embêtante pour qu'on aille creuser. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve que le MBA, il est intéressant si on creuse les éléments, si on se donne à fond et que... Et peu importe si on est timide, si tout ça, on peut le faire par écrit, mais faut même hashtag même pas peur, faut y aller. Alors on a un autre commentaire qui peut-être appelle une réaction de ta part. Donc Sarah, tu avais 10 ans d'expérience professionnelle, donc ça aide quand même si tu n'avais pas étudié la data avant. Et donc cette personne nous dit, sans expérience pro, j'ai quand même l'impression que c'est difficile de se lancer dans le marketing digital et donc de faire ce MBA. Qu'est-ce que tu en penses? Comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça dépend de l'envie qu'on a de se lancer. Après, comme le disait le jingle de début, c'est un MBA où on fait. C'est pas un MBA où on va nous donner de la théorie et derrière on ressort avec de la théorie et en fait on est hyper perdu. Quand on arrive sur de la pratique et qu'on a fait que de la théorie, on sait pas faire. Et avec le MBA, vous avez une toute petite partie théorie et ensuite vous faites. Et quand vous faites, vous apprenez. Et du coup, on part de zéro. Certains partent avec plus de compétences que d'autres, on va pas se mentir. Il y en a qui ont fait du marketing digital ou de la com et qui veulent se spécialiser en marketing digital. D'autres qui ont fait plus du commerce, d'autres on a vraiment des profils extrêmement variés et des formations initiales et des formations, continues, de gens qui reprennent les études. Oui. Et le tout, vraiment, je trouve que c'est plus facile parce qu'on fait. Et si c'était de la théorie, ce serait
improbable de ne faire que ça, parce que peut-être que ça permettrait aux gens qui ont déjà des notions d'aller plus loin. Mais vu qu'on met les mains dedans, sur la data notamment, on a des cours où c'est nous qui faisons le cours. Je me souviendrai pas de l'enseignant, mais fallait aller chercher sur des thématiques particulières tout ce qui avait été fait en IA sur la sécurité, en IA sur l'éducation, en IA dans les films. Et du coup, c'est nous qui faisons le cours, on va chercher et ensuite on sait en parler, puisque c'est nous qui avons fait les recherches. Sur Data Studio, c'est pareil. On nous donne des données, on nous dit parlez-moi, ou je vends très mal le cours, mais grosso modo, c'est à nous de faire le tableau de bord. Et on est en groupe, donc déjà, on peut échanger les uns avec les autres et on met les mains dedans. Et donc, même si on n'a pas de compétences à la base, on sort vraiment avec des compétences, notamment, je vais être lourde, si on s'en donne les moyens. Merci. Bon, en tout cas, je pense que c'est clair. Une autre remarque, apparemment, tu as un profil très freelance. Est-ce que justement, tu as envisagé de te lancer en freelance? Alors, on me l'a dit beaucoup. Et en fait, moi, j'ai un profil très freelance et je suis très frileuse. Et j'ai un gros besoin de sécurité. Donc, je me considère comme une salariée plutôt en or parce que je suis quelqu'un qui va aller au bout des choses, qui ne saura pas rendre quelque chose qui n'est pas correct. Donc, d'avoir des salariés comme ça, c'est quand même assez agréable. Et pour l'instant, à mon âge, où j'ai un crédit immobilier et une fille, je ne suis pas capable d'être en freelance. Donc, peut-être qu'un jour, j'arriverai à me dire, je fais moite-moite pour avoir une sécurité et être en freelance à côté. Mais pour l'instant, je me suis jamais lancée. J'ai aidé des connaissances sur certains sujets à des moments où j'avais du temps, mais au jour d'aujourd'hui, non, pas encore freelance. Pour conclure, Sarah, quels pourraient être les conseils que tu donnerais à des candidats, à des candidates au MBA qui peut-être, tu vois, se retrouvent dans la même situation que toi, c'est-à-dire ils ont 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans d'expérience, pas du tout en lien avec le digital et qui se posent la question de venir au MBMCI, de se former dans le marketing digital. Donc bien sûr, tu es l'exemple, en tout cas de la réussite aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? S'ils ont des doutes, de se renseigner auprès des alumni, de faire des entretiens, d'aller poser la question aux gens qui ont fait le MBA, savoir ce qu'ils en ont retiré. Peut-être que ça peut rassurer. Ensuite, s'ils passent le cap, d'en profiter à fond, parce que quand c'est fini, on est triste quand même, on a très envie de revenir. Et au-delà de tout ce que j'ai dit, je ne vais pas répéter parce qu'après vous allez dire que je suis vraiment trop lourde, de penser au réseau. Quand on fait son MBA, on a sa promo et c'est très important. C'est notre premier réseau et on nous appelle les cousins entre nous, entre MBA. Et ensuite d'aller aux soirées MBA MCI sur les alumni, faire du réseau. C'est comme ça qu'on trouve des clients, c'est comme ça qu'on trouve son prochain poste. Au départ, quand on a son poste et que tout va bien, on n'en a pas besoin, on n'y va pas. Et c'est pas au moment où on a besoin d'eux qu'il faut y aller. C'est vraiment, faut tisser les liens, faut savoir ce que les gens font, faut prendre des nouvelles. Je pense que le réseau, c'est extrêmement important. Et le réseau du MBA MCI est ultra riche. Et je pense que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une plus-value du MBA. Et avec l'association qui est ultra dynamique cette dernière année en plus, c'est que du plus. Oui, donc tu parles effectivement de l'association des alumni, donc qui organise régulièrement, à peu près, je crois que c'est une fois tous les 2 mois à peu près. Hein, il y a un after work, des soirées où tous les anciens, il y a plus de 1200 alumni du MBA, puisque notre formation fête ses 25 ans cette année. Et comme le dit Sarah, ouais, waouh, effectivement. Hein. Et donc comme le dit Sarah, c'est l'occasion de retrouver des camarades, d'en découvrir de nouveaux, enfin d'anciens nouveaux, et pour les étudiants actuels, déjà de pouvoir enrichir leur réseau. Mais le réseau, c'est donnant quoi. C'est pas juste prendre, c'est aussi s'investir et donner. Et toi, Sarah, on te voit régulièrement, et tu n'es pas en plus parisienne. Hein.
C'est Il me ça. semble que Moi, tu habites dans le nord de la je suis France. très frustrée quand j'arrive pas à trouver un client ce jour-là sur Paris. Parce que j'habite Lille et du coup, la plupart du temps quand même, c'est pas évident. Mais vu que les dates sont données très à l'avance, j'essaye au maximum de mettre mes rendez-vous parisiens sur ces jours-là. J'y arrive pas toujours, mais j'essaye d'y aller. Je vais pas dire une fois sur deux, mais je vais dire une fois sur trois. Parfait. En tout cas, on te voit régulièrement, donc merci de faire cet effort. On espère que ce webinaire et cette rencontre avec Sarah vous a plu. Est-ce que si certains souhaitent te contacter directement, ils peuvent le faire? Et si oui, comment? Bien sûr, avec plaisir, et plutôt sur LinkedIn. Je pense que c'est le plus facile. Je réponds rapidement et facilement, donc n'hésitez pas. Donc sur LinkedIn, Sarah Bourgoin, et donc comme tous les précédents webinaires Alumni, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du MBMCI et également en audio, en podcast, donc sur le podcast du MBMCI qui s'appelle Let's Go Digital. Et d'ailleurs, vous pourrez peut-être retrouver l'épisode de podcast de Sarah qui s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure de mémoire, l'Open Data au menu des cantines. Voilà, donc que tu avais fait pendant ta formation. Exactement. Et ça, c'est encore une fois un moment où on met les mains dedans. Et en plus, c'est super fun. Et alors, la blague, c'est qu'on va à la chasse aux œufs. Parce que quand on fait un podcast, souvent on dit et c'est très moche dans un podcast. Et quand on fait ce podcast-là, on essaye de le faire hyper proprement. Et donc, on va à la chasse aux comme ça, pour nettoyer tout son podcast. Mais voilà, c'est fun, c'est ludique. C'est la chasse aux œufs. On est très fiers aussi de le faire quand on le poste. On se dit, waouh, j'ai fait un podcast. Exactement. Donc c'est au menu du MBMCI. Merci encore Sarah, merci à vous tous de nous avoir suivis et donc à bientôt avec le hashtag MBA MCI. Au revoir à tous.